Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi TV+ Madagascar en cette fin de semaine. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal en version française, toujours en direct. Sans plus tarder, voici les titres. La formation professionnelle, en particulier pour les jeunes, ainsi que le renforcement de la communication en faveur de l'entrepreneuriat et du secteur privé figurent parmi les priorités dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat et des investissements dans la région d'Anos. D'après les explications, l'objectif est d'adapter l'offre de main-d'œuvre aux besoins des industries et des investisseurs afin de garantir le développement régional. Les fidèles musulmans accordent 72 heures à l'État malagasy pour réagir à la démolition dans des conditions jugées arbitraires d'une mosquée située à Thomasna 2. Ces fidèles musulmans exigent également la réhabilitation de cette mosquée dans les plus brefs délais. La saison cyclonique débute dans l'océan Indien. Une tempête tropicale modérée dénommée Ao s'est formée au nord-est du bassin à environ 1400 km d'Ansranan. Selon les prévisions météorologiques, elle ne représente aucune menace pour Madagascar. Au Moyen-Orient, dans la nuit de jeudi à vendredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a obtenu l'aval du cabinet de sécurité pour son plan visant à vaincre le Hamas. Actualité économique pour commencer, la formation professionnelle, en particulier pour les jeunes, ainsi que le renforcement de la communication en faveur de l'entrepreneuriat et du secteur privé figurent parmi les priorités dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat et des investissements dans la région d'Anos. D'après les explications, l'objectif est d'adapter l'offre de main-d'œuvre aux besoins des industries et des investisseurs afin de garantir le développement régional. La région d'Anos, on est déjà à sa troisième session du dialogue public-privé visant à dynamiser l'entrepreneuriat. Mamtine Andjemlouli. Située dans le sud de Madagascar, la région d'Anos dispose de nombreuses ressources économiques et offre encore un large potentiel d'investissement. Parmi les secteurs porteurs de la région, le tourisme et l'exploitation minière, secteur emblématique de Tolania. La région d'Anos fait ainsi partie des zones ayant bénéficié de l'implantation d'un bureau de représentants de l'EDBM ou Economic Development Board of Madagascar, l'agence nationale chargée de la promotion des investissements. Cette implantation s'explique par le potentiel économique de la région et la présence d'industries de grande envergure. Or, la difficulté d'accès à une main-d'œuvre qualifiée reste un problème majeur selon les explications. Ces grandes industries sont par exemple contraintes d'embaucher du personnel en dehors de la région. Ces dernières disposent cependant parmi sa population de nombreux jeunes en âge de travailler mais qui ne disposent pas des qualifications requises selon les précisions. Ainsi, lors de l'élaboration du plan d'action des thématiques prioritaires 2025-2026, la professionnalisation et la formation, ainsi que la communication et la transparence ont été priorisées pour la région Anos. Aussi, la formation des jeunes et le renforcement de la communication économique sont considérés comme des axes prioritaires pour répondre aux besoins du marché, favoriser l'emploi local et stimuler le développement. Les échanges entre le secteur privé et l'État dans le cadre du DPP permet donc d'identifier les problèmes rencontrés et de proposer des solutions concrètes pour soutenir l'activité économique, selon le gouverneur de la région Anos. La troisième rencontre dans le cadre du DPP s'est tenue hier à Tolaniar et la prochaine est prévue en octobre. Ce plan sera au cœur des discussions économiques entre le secteur privé et l'État lors des prochaines réunions, d'après les précisions. Autre sujet, le manque de matériel figure parmi les principales causes de l'impossibilité pour la production cinématographique locale de concurrencer la production à l'extérieur. Selon un producteur malagasy, les producteurs ne peuvent que se contenter des équipements à la portée de leurs moyens. À part cela, par manque de professionnalisme, bon nombre d'entre eux n'ont comme
qu'objectif que la production en grande quantité de films de piètre qualité en un temps record. Cette réalité nuit à la fois à l'image des producteurs locaux et à celle de leurs produits pour redorer leur image, mais également pour améliorer la qualité des films malagasy. Des soutiens techniques et financiers sont nécessaires pour appuyer la production locale. Anne-Charles Souefecha, Anjimananzar nous en disent plus. La production cinématographique locale subit souvent de nombreuses critiques de la part de l'opinion publique, comme on peut le constater surtout sur les réseaux sociaux, d'après le producteur de films Jork. Ces critiques sont justifiées, vu la qualité de certaines productions, sont toujours ce dernier. En effet, bon nombre de producteurs cinématographiques, au lieu de miser sur la qualité, jouent plutôt sur le nombre de produits finis vendus. Les moyens financiers dont disposent les professionnels du 7e art à Madagascar ne leur permettent pas de produire des films pouvant rivaliser avec ceux tournés à l'extérieur, d'où la mauvaise qualité de la plupart des produits selon Jork. Avec leurs maigres moyens, ils ne peuvent utiliser que des matériels rudimentaires. À part le manque de moyens financiers et techniques, certains scénaristes et producteurs se limitent aux thèmes les plus fréquemment abordés, ce qui rend leurs produits mal vus et critiqués. Pour améliorer la production de films dans le pays, ce producteur sollicite des appuis de la part des autorités concernées et la prise de conscience des producteurs pour qu'ils améliorent leurs produits. La projection en salle très prochainement de 2 films de ce producteur sera le reflet de ces efforts nécessaires pour promouvoir le domaine du 7e art. Dans les actualités de ce jour également, les fidèles musulmans accordent 72 heures à l'État malagasy pour réagir à la démolition dans des conditions jugées arbitraires d'une mosquée située à Touamasna 2. Ces fidèles musulmans exigent également la réhabilitation de cette mosquée dans les plus brefs délais. 241 habitations, 5 puits d'eau et des églises chrétiennes ont également été démolies en même temps que cette mosquée le 28 juillet dernier. Un opérateur étranger affirmant représenter le gouvernement est l'instigateur de cette démolition d'infrastructures. Selon les sources, l'opérateur en question ne disposerait d'aucun document justifiant l'intervention. Les musulmans à travers la Grande Île ont haussé le ton face à la situation. Elisa Herman. La communauté musulmane de la Grande Île a haussé le ton après la démolition dans des conditions jugées arbitraires d'une mosquée située dans le quartier d'Ambukari ou à Touamasna 2. L'opération survenue à l'aube du 28 juillet dernier aux alentours de 4 heures du matin a également concerné une église chrétienne, 241 habitations et 5 puits d'eau communautaires. L'auteur de cette opération serait un opérateur économique étranger affirmant agir au nom du gouvernement dans le cadre d'un projet d'aménagement. Toutefois, aucune notification officielle n'aurait été adressée aux habitants et l'opérateur en question ne disposerait d'aucun document justifiant une telle intervention. Le fait que le véhicule utilisé était dépourvu de plaque d'immatriculation renforce les soupçons d'illégalité entourant l'opération, d'après les dires des riverains. Les représentants de la communauté musulmane malagasy dénoncent cette démolition qu'ils considèrent comme une atteinte grave à la liberté religieuse et un acte susceptible d'attiser les tensions. Les fidèles musulmans ont lancé un ultimatum de 72 heures à l'endroit des autorités. Ils exigent une réaction rapide du gouvernement et la reconstruction immédiate de la mosquée détruite. Une lettre officielle a été adressée au président de la République, André Rajoelina, hier, afin d'attirer son attention sur la gravité de la situation. Dans le reste des actualités, la saison cyclonique débute dans l'océan Indien. Une tempête tropicale modérée dénommée Ao s'est formée au nord-est du bassin à environ 1400 km d'Antsiranan. Selon les prévisions météorologiques se dirigeant vers le nord-ouest en direction des Seychelles, elle ne représente aucune menace pour Madagascar. Selon Météo Madagascar, elle pourrait se dissiper en mer d'ici 2 à 3 jours. Gracia Angesitua Nere Kranefsan.
La saison cyclonique dans l'océan Indien a commencé officiellement. Les premières manifestations météorologiques significatives ont été observées cette semaine, marquant le début d'une période qui s'étendra généralement jusqu'en mai. Hier, Météo Madagascar a annoncé la naissance de la première perturbation tropicale notable de la saison, qui a été baptisée Awo. Cette dernière a atteint le seuil requis pour être classée en tempête tropicale modérée, selon les critères internationaux en vigueur. Cette formation météorologique s'est développée dans la partie nord-est du bassin océanique entourant Madagascar, une zone connue pour être particulièrement active en début de saison. Les données communiquées par les services météorologiques nationaux indiquent que dans la journée d'hier, le centre de la tempête se situait à environ 1400 km au nord-est d'Antsranan. Pour l'instant, les habitants de la Grande Île peuvent souffler. Aucune menace directe ne plane sur Madagascar. Les projections de trajectoire montrent que le système dépressionnaire devrait poursuivre sa route vers le nord-ouest en direction de l'archipel des Seychelles sans interagir avec les côtes malagasy. Cependant, les météorologues restent vigilants et continuent de suivre attentivement l'évolution de la tempête. Selon les dernières prévisions, Awo pourrait perdre en intensité et se dissiper en pleine mer dans les 2 à 3 prochains jours. Cette tendance serait favorisée par des conditions atmosphériques peu propices à un renforcement, tel qu'un cisaillement du vent élevé et une température de surface de la mer légèrement inférieure à la moyenne dans cette zone. Même si Awo ne représente pas de danger pour Madagascar, cet épisode rappelle que la saison cyclonique est désormais lancée et que la vigilance reste de mise pour les prochains mois. Les autorités invitent la population à suivre régulièrement les bulletins météorologiques et à se préparer en cas de nouvelles perturbations plus proches des terres habitées. Et maintenant, place aux actualités internationales. Au Moyen-Orient, dans la nuit de jeudi à vendredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a obtenu l'aval du cabinet de sécurité pour son plan visant à vaincre le Hamas. L'armée israélienne se prépare donc à prendre le contrôle de la ville de Gaza. Reportage de France 24. Alors il y a plusieurs choses à retenir du communiqué publié par le cabinet de sécurité aux petites heures du matin. Ce que prévoit ce plan israélien, et vous l'avez dit, c'est bien la conquête de la ville de Gaza. Et il y a environ 800 000 Palestiniens qui habitent en ce moment dans cette ville. Le plan prévoit leur évacuation vers le sud. Et bien selon les Israéliens, cette réunion entérine 5 grands principes pour conclure la guerre. Le premier, c'est le désarmement total du Hamas, le retour de tous les otages vivants et morts, la démilitarisation de la bande de Gaza, le contrôle sécuritaire israélien de la bande de Gaza et à terme l'établissement d'une administration civile alternative qui ne soit ni le Hamas ni l'autorité palestinienne. En ce sens, pas de grandes nouveautés dans ce qui est promu comme des objectifs par les Israéliens. Ce sont des choses qui sont dites depuis le début de cette guerre, mais bien donc un nouveau plan pour conquérir Gaza. On rappelle que les civils palestiniens avaient pu retourner au nord de Gaza à la faveur du second cessez-le-feu en janvier-février 2025. Et puis, eh bien, les Israéliens disent qu'il devrait y avoir des changements dans l'aide humanitaire, puisque depuis le mois de mai, c'est une organisation privée, la Gaza Humanitarian Foundation, qui gère la distribution de l'aide alimentaire. L'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a dit que cette JHF devrait passer de 4 à 16 sites de distribution qui devraient fonctionner 24 heures sur 7, même si eh bien, cette entreprise privée américaine est décriée par tous les acteurs humanitaires traditionnels et par les Nations Unies qui refusent de travailler avec elle car ils estiment qu'elle militarise l'aide humanitaire et ne respecte pas la dignité humaine des Palestiniens. Et restez sur TV+ Madagascar, l'information continue sur TV+ Madagascar dans notre journal en version malagasy à 19h30. Au revoir.